Donc bonjour à tous, excusez-nous pour ces moments un peu de flottement, c'est toujours un petit peu compliqué les lancements en direct. Euh, donc l'idée de ce diaporama, c'est d'essayer de vulgariser au plus possible, enfin le plus possible, le protocole qui est sorti le 31 août 2020 et qui a été mis à jour le 17 septembre. Alors, j'ai juste un petit problème. Voilà. Donc en fait, l'idée, elle est de. Donc l'idée, comme je vous disais, c'était de vulgariser et de faire une lecture plus opérationnelle du protocole, de ce nouveau protocole. Alors effectivement, sur le protocole, il y a énormément de choses qui ne changent pas. En fait, le principe fondamental et la construction de la démarche de prévention ne change pas. On reste toujours sur l'application des principes généraux de prévention. Et donc, si vous aviez travaillé dans vos entreprises sur l'ancienne version du protocole, il y a énormément de choses à garder. Quelques petites modifications seront à rajouter et à mettre en place, mais dans l'idée générale, on reste sur la même chose. Donc, toujours sur les principes généraux de prévention, on commence par faire une évaluation de l'exposition potentielle au virus. Et une fois que ce repérage des situations, on répond aux situations dangereuses en mettant en place soit des mesures de prévention qui vont viser à supprimer complètement le risque, soit des mesures de prévention qui vont diminuer le risque autant que possible. Et bien sûr, ces mesures de prévention, elles doivent répondre à certaines exigences qui sont les exigences de la prévention générale, donc c'est-à-dire privilégier les mesures de protection collective. Et bien sûr, spécificité du Covid, c'est que ces mesures de prévention, elles doivent répondre aux exigences du protocole qu'on a eu à partir du 31 août. Donc, la première étape, et c'est une étape que si vous avez mis en place dans vos entreprises la première version du protocole, celle-ci, elle reste la même. La première étape, c'est sur le principe du DER, d'identifier l'ensemble des situations dangereuses et de contamination potentielle au Covid-19 qui se trouvent dans votre entreprise. Alors, petit rappel, le virus du Covid-19, il se transmet de deux façons, majoritairement de deux façons. La projection de gouttelettes, donc c'est-à-dire d'individu à individu. Et la deuxième façon d'être contaminé, c'est le fait de toucher un objet, une surface contaminée, et qu'ensuite on porte ses mains au visage, à la bouche, aux yeux, etc. Donc ça, c'est les deux. Une fois qu'on a compris le principe de transmission, il faut aller dans l'entreprise et identifier l'ensemble des situations dangereuses qui seraient possibles dans nos entreprises. Donc, pour réaliser ça, il faut de toute façon, comme le DUER, enfin le document unique, le réaliser avec les équipes opérationnelles du terrain parce que c'est eux qui connaissent le travail réel et qui ont tous les éléments à vous apporter pour des situations spécifiques que vous n'auriez pas forcément pensé. Vous pouvez aussi vous entourer des représentants syndicaux, des représentants du personnel, mais aussi et surtout du référent Covid. C'est la même notion que sur le précédent protocole, c'est que vous devez désigner une personne qui sera le fil rouge de votre protocole Covid. C'est lui qui doit être là pour la mise en place, sur le terrain et ensuite pour le suivi et l'amélioration. Donc, entourez-vous le plus possible des équipes des terrains, de tous les représentants de vos entreprises pour pouvoir identifier et faire une liste exhaustive de toutes les situations où potentiellement il y aurait une possibilité que vos salariés soient contaminés. Donc, une fois qu'on a identifié toutes ces situations, on répond à la situation par des mesures de prévention. La mesure de prévention la plus efficace qui existe de toute façon, mais que ce soit pour le risque de la Covid-19 ou pour les autres risques, c'est la suppression pure et simple de la situation dangereuse. Et pour supprimer le risque Covid-19, c'est assez simple à dire, mais c'est le fait de
créer une distanciation physique, en fait, de faire une rupture dans la chaîne de contamination en enlevant les points de contact. C'est-à-dire que on sait que très bien que la Covid-19 se transmet d'individu en individu, et on sépare les individus. On sait que potentiellement la Covid-19 se transmet d'une surface contaminée à un individu, on essaye d'éviter les contacts d'un individu avec des surfaces potentiellement contaminées. Donc, l'exemple typique de ça, c'est, enfin, la solution typique de ce truc-là, c'est le télétravail. Effectivement, en prenant votre personnel et en le mettant dans un lieu déporté, écoutez, vous cassez cette chaîne de contamination. Alors, ça a cet intérêt-là. Et le deuxième intérêt, c'est que les personnes qui ne peuvent pas travailler en télétravail, qui sont en présentiel dans l'entreprise, ont beaucoup plus de place. Donc, c'est-à-dire qu'on augmente aussi la distanciation sociale. Si dans un bureau partagé à 2, 3, 4 personnes, vous en mettez 2 en télétravail, potentiellement, dans le bureau partagé, les 2 personnes qui restent, on pourra respecter la distanciation sociale. Autre solution, si le télétravail n'est pas du tout possible dans votre entreprise, mais ça peut être aussi du télétravail, et cette deuxième solution, c'est la réorganisation des postes de travail. Si dans votre entreprise, l'habitude était de travailler sur des postes partagés. Alors, je m'explique, si jamais vous étiez en open space et que les gens allaient, au fil et à mesure de la semaine, aller sur des postes aléatoires en fonction des disponibilités. Et ça, c'est une solution qu'il faut éviter. Il faut plutôt individualiser les postes pour que la personne qui aille sur le poste nettoie correctement son poste à la prise de poste et ensuite reste sur son poste. C'est-à-dire qu'en fait, il y aura pas, s'il y a une contamination, ce sera une autocontamination, donc il n'y aura pas de problème. Donc la deuxième idée pour supprimer complètement le risque, c'est d'individualiser les postes, mais aussi les outils, le matériel, pour que les personnes ne se passent pas au fur et à mesure les outils et potentiellement se contaminent. Donc, typiquement, pour les ateliers, un exemple d'atelier, c'est le fait que vous ayez une seule meuleuse pour 3 ou 4 opérateurs. À chaque fois qu'un opérateur utilise cette meuleuse et la passe à son collègue, on est sur une situation dangereuse. Et le fait de rendre cette meuleuse nominatif, en fait, vous cassez la chaîne de contamination et vous répondez à l'exigence, entre guillemets, de supprimer le risque à la source. Alors bien sûr, ça, c'est facile à dire, des fois plus compliqué à mettre en place dans les entreprises. Donc, la deuxième étape, une fois qu'on a essayé de supprimer à la source l'ensemble des risques, c'est d'essayer de minimiser, de diminuer, de réduire le risque au maximum avec des mesures de prévention. Alors le protocole, ce qui nous indique, le protocole, il nous aide à mettre en place cette procédure pour avoir des points d'accroche pour diminuer le risque. Et ces points d'accroche, ils sont importants. Chaque point d'accroche est important parce que ça fait partie d'une logique que vous devez mettre en place dans votre entreprise. Et comme ça permet d'avoir une gestion claire du risque de la Covid-19. Donc, le premier point d'accroche, c'est la gestion des flux dans vos entreprises. L'idée principale de ça, c'est on évite tout croisement. Lorsque les salariés, si vous êtes dans une entreprise qui accueille du public, des clients, etc., l'idée, c'est qu'à aucun moment, le personnel, que ce soit salarié, usager, client, ne se croise. Alors pour ça, plusieurs solutions. L'une des solutions les plus efficaces, c'est de créer un sens de circulation dans votre entreprise, avec un point d'entrée, une circulation dans un seul sens, sans retour en arrière, et un point de sortie. Alors, encore une fois, ce n'est pas possible dans tous les secteurs de travail, dans tous les bâtiments, et tout ne se prête pas. Si par exemple, vous avez un magasin avec une surface de vente, c'est assez simple dans certaines situations de se dire, mes clients, quand ils rentrent, ils partent main droite, ils font le tour, et ils ressortiront par la gauche. Comme ça crée un sens de circulation, ça crée un flux qui restera toujours dans le même sens et vous évitez les croisements. Donc ça, c'est une possibilité.
Si la création d'un sens de circulation ne se prête pas à votre entreprise, ce qui est complètement possible, vous devez faire des allers-retours, vous devez il y a une dynamique dans votre entreprise de déplacement qui n'est pas gérable comme ça. Il y a la possibilité de créer des décalages entre les équipes. La possibilité, hein, donc c'est un exemple, mais c'est par exemple si vous êtes plusieurs équipes successives, et ben c'est que l'équipe sortante parte peut-être un petit peu plus tôt, quitte l'usine, et l'équipe rentrante arrive après. Donc là, on évite un croisement. Alors effectivement, vous n'avez pas évité le croisement au départ au sein de la même équipe, mais déjà, vous avez fait une partie du job parce que les deux équipes ne se croisent pas. Et en cas effectivement, en cas de contamination, en cas de souci, et ben déjà, vous avez séparé votre effectif en plusieurs groupes qui sont distincts et normalement qui n'ont pas eu de contact. Donc ça, première chose, gestion des flux, éviter le croisement. La deuxième chose, et c'est une chose qu'on parle beaucoup, c'est la distanciation physique dans les espaces partagés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ni plus ni moins, ça veut dire que dans tous vos espaces de travail clos, donc ça peut être des bureaux, des open space, des ateliers, tout ce qu'on peut imaginer. Alors, on peut même parler de l'espace de restauration, l'espace de pause. Il faut que vous déterminiez une jauge. Ce qu'on entend par jauge, c'est en fait un nombre maximal de personnes en même temps dans cet espace. Donc, pour déterminer cette jauge, la seule donnée chiffrée qu'on arrive à percevoir dans le protocole qu'on nous a donné, c'est une personne pour 4 mètres carrés. Donc, si on fait un calcul simple, on peut se dire que on a une pièce de 100 mètres carrés, et bien écoutez, on peut mettre une jauge de 25 personnes. Alors ça, c'est complètement théorique. Parce que, bien sûr, si dans votre pièce de 100 mètres carrés, il y a une emprise au sol de machines, outils, d'outils de travail, voilà, tout ce qui peut encombrer le sol, il faudra bien sûr revoir la jauge à la baisse. Sur une pièce de 100 mètres carrés où 50 mètres carrés sont prises par des machines, il vous reste 50 mètres carrés, donc la jauge sera plutôt près des 10 que des 25. D'accord? L'idée, c'est que tout au long de la phase de travail, votre personnel, votre salarié, il est toujours 1 mètre tout autour de lui sans qu'aucune personne ne rentre dans cette zone de 1 mètre autour de lui. Donc, c'est une donnée chiffrée. Voilà, qui peut plus, peut le moins. Si vous avez 6, 7, 8 mètres carrés par personne et que c'est la seule façon dont vous pouvez, avec laquelle vous pouvez vous assurer que la distanciation physique est maintenue, c'est voilà, c'est pas une donnée minimale, c'est pas obligatoirement une personne pour 4 mètres carrés. Si c'est 6 mètres carrés, 5 mètres carrés, ben c'est tant mieux. Et au contraire, c'est très bien. Autre mesure, une fois qu'on a fait la gestion des flux et qu'on a déterminé par pièce, concrètement, le nombre de personnes maximal que vous pouvez rentrer dedans. Il faut s'assurer du bon fonctionnement, enfin, du bon renouvellement d'air dans les locaux. On comprend assez facilement que la Covid, si vous mettez plein de personnes à vivre dans une pièce, on va saturer à un moment donné l'air en particules. Ces particules, c'est celles qui peuvent potentiellement porter la Covid-19. Donc l'idée, c'est de renouveler cet air régulièrement pour que on retrouve un air sain. Donc plusieurs possibilités qui sont toujours dans le protocole. La première, c'est l'aération pure et simple. Vous avez un bureau, vous avez une fenêtre. Et ben, l'idée, c'est de se définir. Alors, la donnée chiffrée pour cette aération, c'est 15 minutes toutes les 3 heures. Et donc, c'est valable pour tout. Si vous avez un bureau et que vous avez une fenêtre, et ben, écoutez, dans votre protocole interne, il faudra dire minimum à 8h15, on ouvre pendant un quart d'heure. Et puis 3 heures plus tard, on rouvre pendant un quart d'heure. Et ça permet de répondre à l'exigence, entre guillemets, du protocole. Deuxième solution, dans votre entreprise, vous avez un système de ventilation mécanique qui existe, hein, des VMC, des ventilateurs, etc. Et ça, il faut vous assurer que celle-ci soit en conformité, conforme et bien dimensionnée pour les locaux. Parce que bien souvent, les systèmes de ventilation qui sont mis dans des bâtiments, on a fait des modifications, on a rajouté des murs, des cloisons, etc. Donc, si vous avez un service de maintenance, vous pouvez très bien les faire intervenir pour qu'ils vérifient si le dimensionnement de la ventilation, si le fonctionnement est correct, si les filtres sont propres, etc. Donc ça, ils peuvent faire un contrôle et regarder. Si ce n'est pas le cas, vous faites venir un professionnel qui vous certifiera, oui, effectivement, votre ventilation
elle est conforme, elle fonctionne, elle est correcte et elle fait le job, quoi. Grosso modo, elle fait le job, elle renouvelle l'air. La donnée chiffrée, mais on en reparlera un petit peu après, la donnée chiffrée pour les ventilations, celle qu'on a en termes de réglementation, c'est 25 mètres cubes par heure et par poste. Alors, pour vous, ça peut paraître un petit peu loin, mais en gardant cette donnée chiffrée, ça permet de demander aux professionnels si effectivement, en fonction du volume de la pièce et du volume d'extraction de ventilation, on est dans les normes ou pas. Donc ça peut être une donnée importante, mais on en reparlera ensuite. Donc, gestion des flux, définition d'une jauge, renouvellement d'air dans les espaces de travail, et ensuite, le nettoyage. Vous devez réaliser dans vos entreprises un plan de nettoyage et de désinfection renforcé. Avant, vous faisiez le nettoyage dans vos entreprises à des fréquences, à certaines fréquences. Aujourd'hui, avec la Covid, on sait que c'est l'un des points importants de la lutte contre la pandémie. Donc, l'idée, c'est de définir une fréquence, un produit actif contre le Covid-19, le matériel et la personne qui va faire ce nettoyage. Et ça doit être dans un protocole. Si on prend le protocole nous dit pour le nettoyage des sols et du matériel roulant, Fenwick, Transpalette, chariot à roulettes, etc., c'est au minimum une fois par jour. C'est au minimum une fois par jour. Pour tous les points de contact qui sont utilisés très régulièrement, les rampes d'escalier, les poignées de porte, etc., minimum 2 fois par jour, mais c'est vraiment minimum. C'est vraiment quelque chose que vous devez évaluer. Je m'explique. Si vos bureaux sont au premier, deuxième ou troisième étage et que vos salariés passent par les escaliers, vous savez qu'à 8 heures, tout le monde monte. Tout le monde touche cette rampe d'escalier. Donc l'idée, c'est un point chaud. Je le nettoie avant que les gens arrivent. Je le nettoie vers 9 heures quand les gens, la principale vague des gens sont passés, on renettoie. Après, je sais très bien qu'à 10 heures, ils vont repartir faire une pause. Et bien là, je renettoie. Ils font leur pause et je renettoie. Et en fait, c'est comme ça. C'est votre évaluation du risque qui va vous permettre de vous donner la fréquence. Le protocole donne quelque chose de minima, enfin un minima. Vous, en fonction de votre étude et de l'étude des situations dangereuses, vous allez peut-être déterminer qu'un nettoyage est obligatoire toutes les heures sur les rampes d'escalier et sur les poignées de porte des bureaux et de l'entrée de votre entreprise. Voilà, ça c'est la démarche, elle est comme ça. Et vous devez effectivement aussi nettoyer l'ensemble des matériels qui est partagé. Si vous utilisez le même, alors si on reprend l'exemple de l'atelier, vous utilisez la même meuleuse, à chaque fois que vous la donnez à un autre collègue, vous devez la désinfecter. C'est pour ça qu'au tout début, on vous dit, l'idéal, c'est d'individualiser. Parce que si vous individualisez, cette phase de nettoyage, vous l'enlevez et ça ne vous surcharge pas en nettoyage. Donc, tant que possible, essayez d'individualiser, ça diminue la charge de travail pour le protocole de nettoyage. Autre moyen de prévention collective, c'est la mise en place de protection collective. Et la protection collective, c'est ni plus ni moins que des barrières physiques. Si vous avez des bureaux partagés et que vous avez une proximité qui est certainement qui respecte pas forcément la distanciation sociale, ou qui la respecte, mais vous avez un doute sur le fait que potentiellement ça puisse passer. Et vous pouvez mettre en place des cloisonnettes, des cloisons physiques qui empêchent effectivement la projection de ces gouttelettes. D'accord? Donc ça, la mise en place de protection collective, de barrières physiques, on le retrouve très souvent dans les open space quand vous êtes disposé en marguerite par exemple, ou des îlots de 4 ou 5 bureaux. Entre chaque bureau, on met des cloisonnettes. Ça peut être transparent pour maintenir la communication, mais ça, c'est un moyen de protection. On le voit aussi régulièrement et vous avez dû le rencontrer chez les commerçants. On met une cloison transparente entre la caisse et le client. Pareil, ça c'est une mesure de protection qui permet de limiter le risque. Donc ça, c'est les protections collectives.
Le dernier point, et c'est un point sur lequel je ne vais pas m'appesantir parce que le webinaire qui passe juste après celui-ci, ça répond à cette exigence-là. Il faut définir une organisation et une gestion des personnes présentant des symptômes, donc des personnes symptomatiques. Donc ça, je ne rentre pas dans le détail parce qu'en fait, on va vous en parler juste après et il faut savoir que ça existe et vous aurez les détails sur la diapo suivante. Alors, vous allez me dire, et le masque dans tout ça? Eh ben, en fait, on en arrive. Comme je vous disais, il y a une logique dans tout ça. La logique, c'est on part de la prévention collective, la mise en place de prévention collective, pour arriver en dernier recours à la protection individuelle. Très grosse modification dans ce protocole, et c'est la principale modification de ce protocole, c'est l'usage du masque, l'usage du masque de protection. Si on a quelque chose à retenir, c'est le masque est obligatoire tout le temps et à tout moment. Dans l'entreprise, à partir du moment où vous êtes dans un espace clos et collectif. Le port du masque ne suffit pas, il faut qu'il soit associé à l'ensemble des mesures que nous avons vues juste avant, mais aussi des mesures que nous allons voir après. Ça, c'est l'idée principale. C'est-à-dire qu'on met le masque. Dans vos entreprises, on met le masque dans un premier temps. Voilà, ça, c'est une chose. Forcément, le protocole met certaines exceptions. Et ces exceptions, c'est, alors pour certaines, l'autorisation d'enlever temporairement le masque et pour d'autres, le fait qu'on peut quand même s'abstenir de le mettre. Donc, je m'explique. Pour le fait de retirer temporairement le masque, en fonction de l'état, enfin, de la situation sanitaire du département, les exigences ne sont pas les mêmes. Alors, quid de ce qui s'est passé hier soir avec l'allocution du ministre de la Santé? Le protocole, il a été construit sur des zones vertes, des zones oranges et des zones rouges, avec des exigences pour chacune de ces zones. Il semblerait, et on semble comprendre que maintenant, ça serait plus ces zones vertes, rouges, enfin orange-rouge, on serait sur de l'alerte renforcée, de l'alerte maximale et de l'état d'urgence. Ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que il est possible de retirer de façon temporaire, j'insiste bien, c'est pas je retire le masque quand je travaille, quand je sors, je le remets. Non, c'est façon temporaire. On peut le retirer un petit peu, le remettre, parce qu'effectivement, c'est épuisant, mais c'est vraiment de façon temporaire. On peut le retirer de façon temporaire lorsqu'on répond à toutes les exigences qui sont sur cette slide. Alors, zone verte, zone orange, zone rouge, je ne vais pas m'apesantir parce que il semblerait que le protocole va évoluer comme les données de la pandémie, et donc les zones ne sont pas très pertinentes. Par contre, les exigences le sont. Il faut avoir mis une politique de prévention du risque Covid. Ça, c'est ce qu'on a vu, c'est tout ce qu'on a vu ensemble, d'avoir une cohérence dans votre prévention. Une procédure de gestion des cas symptomatiques, le webinaire qui passe juste après, la ventilation et une aération conforme, et la mise en place de protection comme les écrans de protection ou les visières. Ça, c'est pour lorsque le département est vraiment en vigilance basse. Si on passe en vigilance orange, après, je pense qu'on aura les ratios. Orange, ce sera peut-être le rouge, mais ça, on ne peut pas vous dire pour l'instant. En zone orange, en plus des exigences de la zone verte, il faut que vous ayez des locaux de grand volume et une extraction haute. Extraction haute, c'est ni plus ni moins qu'une extraction en partie haute du bâtiment. Et en zone rouge, la zone qui nous concerne, parce que nous, on est en zone rouge, on a été classé en zone rouge, il faut toutes les exigences de la zone verte, de la zone orange, et on rajoute à ça les minimum 4 mètres carrés par personne et une ventilation mécanique. Et là, on retrouve la réglementation sur la ventilation qui peut extraire, enfin, qui fait un renouvellement d'air de 25 mètres cubes par heure et par poste. Donc ça, encore une fois, vous vous rapprochez des professionnels et ils vous diront si oui, effectivement, dans vos locaux, vous bénéficiez d'une ventilation mécanique qui a ces caractéristiques-là. Excusez-moi. Alors, pour le masque, ça, c'est la partie où on peut les retirer temporairement. Il existe 3 situations un peu spécifiques. La situation où vous avez un bureau seul nominatif. Si vous avez un bureau seul nominatif, vous pouvez ne pas porter le masque. Bien sûr, dès que quelqu'un rentre ou dès que vous vous retrouvez à plus d'une personne dans ce bureau, port du masque obligatoire. La deuxième, c'est le travail en extérieur. Le travail en extérieur, le port du masque n'est pas obligatoire,
si et seulement si vous pouvez respecter la distanciation sociale d'un mètre, entre chaque individu. Et lorsque vous faites des réunions ou des regroupements, le port du masque est obligatoire. C'est-à-dire que même si, alors sur les chantiers, si vous faites un quart d'heure sécurité et que vous respectez la distanciation sociale, eh bien, écoutez, vous êtes quand même en rassemblement, on met le masque. À partir du moment où vous vous dispatchez sur le chantier et que vous êtes à droite, à gauche, effectivement, le masque, si la distanciation sociale enfin, la distanciation physique est respectée, le masque peut être retiré. Autre spécificité, pour les ateliers. Sur les ateliers, lorsque vous réalisez des tâches ou des phases de travail qui sont physiques, vous pouvez retirer temporairement le masque durant cette phase de travail dite entre guillemets physique. Il faut respecter quand même certaines exigences qui sont la ventilation et l'aération conforme, maintenir la distanciation la plus grande, enfin la distanciation physique la plus grande possible, alors à minima les 4 mètres carrés par personne, et le port de la visière de protection. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'à ce moment-là que la visière devient la protection et qu'elle n'est pas additionnée au masque. Donc ça, c'est les possibilités que vous avez, entre guillemets, de substituer au port permanent du masque. Donc il faut faire tout un travail avant de se dire, oui, effectivement, on a réuni toutes les conditions pour ne pas porter le masque. Il y a tout un travail de recherche, tout un travail à faire dans vos entreprises pour savoir si oui, effectivement, sur ces moments-là, tu peux le retirer parce que je réponds à toutes les exigences du protocole. Associé à ça, c'est quelque chose qui est immuable dans le protocole, mais de toute façon, maintenant, on est habitué, c'est dans toute la vie classique. Le lavage des mains. Le lavage des mains, on privilégie le savon et l'eau. Si vous n'avez pas de point d'eau et que ça ne se prête pas à avoir ces choses-là, gel hydroalcoolique. Toujours le même principe. On le met pas, le gel hydroalcoolique, on ne le met pas n'importe où. On essaye de construire une stratégie. On le positionne de façon stratégique. En bas des escaliers, en haut des escaliers, parce qu'on sait très bien que les personnes, elles vont se tenir la rampe. Et donc là, c'est stratégique. Au point d'entrée, au point de sortie, au point névralgique d'une entreprise où au milieu de l'entreprise, on a une porte qui est utilisée sans arrêt et elle doit être maintenue fermée. Et bien, écoutez, là, ça peut être des points stratégiques pour mettre du gel hydroalcoolique. Mais dans un premier temps, on essaye toujours de favoriser l'eau, le savon et des essuie-mains jetables. C'est vraiment la règle que vous devez en premier faire, et puis après le gel hydroalcoolique si jamais vous ne pouvez pas répondre à ça. En ce qui concerne les visières et les écrans faciaux, vous pouvez les mettre à disposition, mais outre les quelques cas spécifiques des ateliers, etc., la protection de la visière, c'est toujours complémentaire du masque. Donc, on peut très bien l'imaginer que dans certaines professions, la visière soit indispensable. La visière, elle sera additionnée au masque. Et bien sûr, cette visière, au même titre que toutes les choses que vous allez toucher régulièrement dans votre entreprise, vous devez mettre dans le protocole de nettoyage une fréquence et un produit pour nettoyer ces éléments de protection. Des points importants de vigilance sur le protocole. Alors, on parle beaucoup des gants comme barrière au Covid-19. Oui, effectivement, les gants peuvent être une barrière au Covid-19 dans certaines situations. Je pense notamment aux soins à la personne, au milieu hospitalier, etc. Là où il faut être très vigilant, c'est que c'est une barrière contre la Covid, mais c'est aussi potentiellement un point d'entrée. C'est-à-dire, je m'explique, c'est-à-dire que si vous avez vos gants et que vous faites des soins, on va prendre l'aide à la personne, si on fait des soins sur une personne qui est contaminée, ces gants sont contaminés. Et donc, si vous apportez ces gants à votre visage, l'effet est le même que si vous n'aviez pas de gants. Donc, c'est pour ça qu'on met un point de vigilance. Oui, dans certaines conditions, les gants sont un outil ou un équipement de protection supplémentaire et qui est nécessaire. Par contre, il faut être vigilant sur l'utilisation parce que ça n'empêche pas qu'il faut quand même se laver les mains pour être protégé. Autre point de vigilance, on parle énormément de la Covid. On est tous, effectivement, avec tout ce qui se passe en ce moment, on parle énormément
ce virus, et donc ça concentre un peu tous les efforts sur ce risque. Surtout, n'oubliez pas que dans vos entreprises, il y a bien d'autres risques, et des risques qui peuvent être potentiellement plus prépondérants, plus présents, et il ne faut surtout pas les mettre de côté. Vous devez garder une exigence forte sur l'ensemble des autres risques. Ça n'empêche pas, ça ne dédouane pas, la présence de la Covid ne dédouane pas le fait de faire de la prévention et de maintenir les mesures de sécurité sur l'ensemble des risques qui sont présents dans votre entreprise. Une fois que Donc là, on a balayé un petit peu tout le protocole, c'est-à-dire qu'on est parti de le repérage des situations de travail, essayer de retirer le risque, de le supprimer complètement en faisant du télétravail, en réorganisant, en individualisant les postes. Si ce n'est pas possible, on diminue le risque en mettant en place une gestion des flux, en mettant en place des jauges, en mettant une aération efficace, toutes ces choses-là. On met en place le masque de façon avec des pauses ou pas en fonction de notre activité et des mesures qu'on a mis en place. On a mis en place un protocole de nettoyage, on a mis en place le gel hydroalcoolique, le nettoyage des mains, etc. Et tout ça, ça ne fonctionne que et uniquement si vous avez sensibilisé et impliqué vos salariés. L'obligation, ça n'exclut pas l'explication. Il faut absolument que toutes ces mesures soient expliquées et que votre personnel soit sensibilisé aux mesures que vous avez prises. Que tout ce que vous avez mis en place, ça soit logique pour les gens. Ça veut dire qu'ils vont pouvoir rentrer, qu'ils soient partie prenante dans la démarche de prévention contre la Covid, mais de façon générale de tous les risques. Et ça va vous permettre d'avoir une efficacité plus importante dans la gestion du risque. Ensuite, une fois que tout ça est mis en place, bien sûr, il peut y avoir des ratés. Vous avez pu potentiellement mis une jauge trop haute, une jauge trop basse. Vous avez peut-être mis un sens de circulation dans votre entreprise qui n'est pas adapté. Rien n'empêche de modifier le protocole et de revenir sur des mesures que vous avez mis en place qui ne fonctionnent pas, avec les retours des terrains, avec les retours du référent Covid, en disant ça ne fonctionne pas. Et bien, écoutez, pas grave, on reprend le truc, on le refait. Effectivement, on avait mis une jauge à 12, on s'aperçoit qu'avec le travail qu'on fait, c'est pas possible. On va plutôt descendre à 10, ça sera mieux. Ou alors, on est large, on va se mettre à 15. Voilà, ça c'est de l'évaluation des risques, mais au même titre que tous les risques. En fait, on fait une boucle perpétuelle. On met en place les mesures, on regarde si ça fonctionne. Si ça fonctionne, tant mieux, c'est-à-dire qu'on diminue le risque. Si ça ne fonctionne pas, on modifie, on regarde, on essaye de réévaluer et on fait les modifications qui sont nécessaires pour pouvoir diminuer tant que possible le risque. Alors là, je vais reprendre. Vous avez pu poser un certain nombre de questions sur le chat en direct. Et on va essayer de reprendre avec Manon certaines questions qui sont peut-être intéressantes pour tout le monde. Alors bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Ce n'est pas Manon finalement. Ah Ce n'est pas Manon puisqu'elle est en train de résoudre les différents problèmes techniques. Donc moi j'ai commencé à répondre à quelques questions qui étaient posées, donc j'ai fait des réponses en direct. Jonathan, il y a pas mal de questions qui sont posées, notamment par rapport au temps de restauration. Donc j'ai répondu à certains. Est-ce que tu pourrais apporter des précisions puisqu'ils se demandent comment ils peuvent faire, puisque forcément à un moment pour déjeuner, on se retrouve. Donc est-ce que tu peux apporter des éléments organisationnels qui permettent justement de maintenir la distanciation dans la gestion des réfectoires, le fait de mettre des créneaux pour que les personnes ne mangent pas forcément ensemble? Ouais, alors effectivement, en fait, on reprend les grands principes qu'on a vus. La salle de restauration, au même titre que la salle de pause, elle est sujette aussi à la jauge. C'est-à-dire que si vous avez un espace de restauration ou de pause qui fait, on va reprendre le même truc, qui fait, on va dire, 100 mètres carrés, alors c'est énorme, mais 100 mètres carrés, potentiellement, on descend cette jauge à 25. Et donc, la salle de pause, elle répond exactement aux mêmes exigences. Si vous avez une salle de 100 mètres carrés, votre jauge, elle est à 25, et ben, c'est 25 personnes à la fois. Et bien sûr, la réorganisation du temps de travail, c'est-à-dire qu'il va falloir, si vous aviez l'habitude d'envoyer 100 personnes ou 10 personnes en même temps en faire aller faire une pause ou aller se restaurer, et là, en fonction de votre jauge, il va falloir que vous espaciez dans le temps
pour pouvoir répondre à ces exigences. Après, la possibilité aussi, c'est d'inciter les gens à aller manger à l'extérieur. Ça, c'est une possibilité aussi. Si à un moment donné, votre salle de pause, elle est prévue pour 10, vous êtes 10 et vous savez très bien, vous savez pertinemment que vous ne pourrez pas faire autre chose, et ben écoutez, vous incitez les gens à aller manger. Alors, ça s'y prêtait plus à l'été d'aller manger à l'extérieur, mais d'aller manger à l'extérieur, soit de rentrer chez eux, etc., en disant bah, nous, sur la salle de pause, on est limité à 4 personnes. Faire des priorités dans les personnes qui ne peuvent vraiment pas se déplacer ou qui sont trop loin de leur domicile pour rentrer. Mais voilà, ça peut être des idées pour résoudre ce problème. Ouais. Merci Jonathan, je pense que ça a apporté justement tous les éléments de réponse. On va répondre à une dernière question. On va malheureusement pas pouvoir répondre à beaucoup plus. Alors il y a eu énormément de questions, on a essayé de répondre au maximum. Nous vous invitons quand même à vous rapprocher, pour ceux à qui on n'a pas pu répondre, de votre équipe santé-travail, peu importe le service auquel vous êtes rattaché, ils pourront vous apporter ces éléments de réponse. Je vais juste réinsister sur un point avant de clôturer ce webinaire. C'est que quand on parle des notions de 4 mètres carrés et la possibilité de retirer le masque, c'est retirer le masque de façon temporaire. On est bien d'accord qu'aujourd'hui, le principe de base, comme l'a expliqué Jonathan tout à l'heure, c'est vraiment le port du masque en permanence. Maintenant, il y a des consignes qui permettent, dans certaines conditions, de le retirer temporairement pour respirer un peu, s'aérer, parce que c'est vrai que ça assèche et que ce n'est pas toujours confortable. Mais le principe de base, même s'il y a la jauge des 4 mètres carrés par personne, c'est de porter le masque. Donc ça, c'est vraiment un point essentiel, c'est un point fort du protocole et il faut vraiment l'appliquer. Pour terminer, Jonathan, merci pour ta souplesse par rapport aux difficultés techniques. Merci à vous tous d'être restés pour écouter le webinaire de Jonathan. On espère vraiment que ça a répondu à des éléments techniques un peu plus précis que juste la lecture du protocole. On vous invite pour toute question complémentaire à vous rapprocher de vos équipes santé-travail. On est là pour vous conseiller sur la mise à jour du document unique, sur la méthode pour évaluer les risques et pour vous donner un avis, pour vous donner un conseil technique par rapport à une situation. Donc vraiment, sollicitez-nous et on vous apportera des éléments pratiques avec la distance et le retour d'expérience qu'on a de l'ensemble des entreprises que l'on suit. Donc, Jonathan vient d'afficher donc, les prochains webinaires. Donc, on espère avoir moins de problèmes techniques et commencer à l'heure. Donc, le prochain, c'est sur le protocole à mettre en place en cas de suspicion de Covid. Et on va apporter des précisions sur le rôle du référent Covid. Et ensuite, des éléments sur la santé psychologique pendant la crise sanitaire. Et enfin, le télétravail. On vous avait déjà proposé un webinaire sur l'aménagement du poste. Mais là, on va aller un peu plus loin et on va aller sur comment manager son équipe aussi. Qui est essentiel et on a bien vu que ce n'était pas si évident que ça. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire qui sera disponible en ligne. Jonathan, merci pour ta présentation et merci à vous. Pour ceux qui suivent les autres webinaires, à tout à l'heure. Au revoir. Au revoir. Bonne journée à tous.